Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus pour cette première université des arènes de cette saison, notamment sur le thème Internet et l'art, une cohabitation entre fictif et réel. Cette première université va être le premier événement d'une longue série qui va se dérouler entre octobre et juin. Du coup, nous vous invitons à suivre notre actualité pour participer aux suivantes. Pour rappel, cet événement est organisé par le collectif des arènes, qui est un collectif de jeunes étudiants ou moins jeunes, qui organise notamment le festival Les Nuits des Arènes, qui se déroule du 31 août au 2 septembre aux arènes de Lutèce. C'est un festival pluridisciplinaire. Il y avait notamment un débat le dernier jour sur quelles solutions pour accueillir dignement les boat people au XXIe siècle. Du coup, comme vous pouvez le constater, on continue sur cette lancée de débat sur la société. Je tiens à remercier aussi le pavillon de l'Arsenal de nous accueillir dans leur salle de conférence. Ça nous fait chaud au cœur. Donc, on va faire un tour de table pour se présenter. Moi, je m'appelle donc Paul Leverrier, je fais partie du collectif des arènes. Je vais donc modérer ce débat pendant 1h30. Merci Paul. Moi je m'appelle Dominique Moulon, j'ai plusieurs activités dont l'enseignement, la critique, le commissariat d'exposition. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Bruno Trentini et je suis enseignant-chercheur à l'université. Voilà, donc je tiens aussi à préciser un principe qui nous tient à cœur, c'est de donner la parole au public de nos débats. Donc les interventions s'effectueront de la manière la plus brève possible, c'est-à-dire 2 minutes. Donc avant de commencer, de rentrer dans le fond du débat, est-ce que quelqu'un de la salle veut intervenir? Il faut s'adresser à Juliette. Je présume que non, donc on va commencer par aborder notre premier axe de réflexion qui s'intitule La réalité et l'image de la réalité. Je vais donc proposer à Bruno d'illustrer en expliquant le mécanisme du trompe-l'œil par rapport à Internet. Donc de la même manière, dès que vous voulez m'interrompre, poser une question, n'hésitez pas à crier, lever la main et tout ça. Et effectivement, quand on a commencé un petit peu à réfléchir à la manière d'entamer ce débat, c'est vrai qu'on se disait, bon, de quoi est-ce qu'on part? Si on part d'Internet, on part au contraire d'une autre question. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, je me suis dit que tiens, en partant du trompe-l'œil de l'Antiquité grecque, hyper loin d'Internet, mais en même temps, ça marche assez bien parce que c'est un jeu entre la réalité et l'image de la réalité. Ce côté justement comme s'il y avait un monde un petit peu différent et parallèle. Et juste pour dire justement que dès le début, on commençait à s'intéresser à ces frictions qu'il y a entre la réalité et son image. En gros, les premiers mythes sur le trompe-l'œil, peut-être que vous connaissez déjà un petit peu ça, c'est notamment quand Zeuxis peint des raisins et que tout le monde est content de voir, il y a des oiseaux qui viennent picorer les raisins. Et l'enjeu du trompe-l'œil justement, c'est de se dire... j'ai l'impression que c'est vrai, mais en fait, ça ne l'est pas. Autrement dit, un trompe-l'œil n'est intéressant artistiquement et esthétiquement que quand on a conscience que c'est un trompe-l'œil et quand, du coup, on joue un petit peu avec cette illusion entre la réalité et l'image de la réalité. Voilà un petit peu ce premier point. Et forcément, vous m'arrêtez quand je vais m'arrêter, je ne sais pas. Et forcément, c'est vrai que cette première stratégie entre le monde et son image, elle a été jouée avec les artistes dans plein de domaines. Et en littérature, les séries télé aujourd'hui, et bien évidemment, un petit peu avant les séries télé, quand Internet, un peu avant les séries télé, quand on regarde en streaming sur Internet, déjà grâce à Internet, les artistes ont commencé à s'intéresser à ce jeu entre le monde et son image, mais son image cette fois-ci via Internet. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on peut rentrer dans ce premier point de question. Et on montre quelques images d'illustration éventuellement. Bon, alors juste pour un petit peu illustrer ceci, avant justement qu'on arrive, avant d'entrer vraiment dans des considérations d'Internet, je vais vous raconter une petite histoire. Je ne m'inquiète pas.
une petite histoire qui est racontée par Sophie Calle. Là, j'ai vraiment mis la page de sa galerie pour toutes les références. Et on est exactement dans ces petits jeux entre la fiction et le réel, exactement. En gros, il y a un romancier qui a écrit un roman en s'inspirant de la vie de Sophie Calle, notamment. Sophie Calle, c'est une artiste française contemporaine. Et Paul Auster, ce romancier, a écrit un roman s'inspirant de la vie de Sophie Calle. Mais dans le roman, il a rajouté des choses sur la vie de Sophie Calle. Enfin, autrement dit, il a rajouté des petites choses qui n'étaient pas dans sa vraie vie. La fiction était plus riche que la réalité. Puis Sophie Calle a décidé de faire une œuvre d'art en faisant dans la vraie vie ce que son personnage de roman, qu'elle n'a pas écrit elle, donc, faisait dans le roman. C'est ces premières petites stratégies assez amusantes comme ça entre la fiction et la réalité qui sont esthétiquement donc assez amusantes, intéressantes, ce petit recul qu'on a sur les choses qui permettent de mettre un petit peu de piment peut-être. Puis d'autres problèmes par ailleurs aussi dont on parlera plus tard éventuellement, les conséquences éthiques de tout ça. Voilà un petit peu cette histoire du trompe-l'œil et ses résurgences aujourd'hui. Eh ben, je rebondis. Moi, je voudrais juste évoquer le rapport entre art et technologie, et en remontant un petit peu, pas nécessairement autant que tu viens de le faire, même si ça serait évidemment possible, mais dire qu'il s'est passé quelque chose d'assez important à la fin des années 60, à Londres, à New York et à Los Angeles, et quasiment les mêmes années. Donc c'est intéressant de remarquer qu'il se passe quelque chose d'intéressant quasiment dans les mêmes années. Bon, finalement, à la fin des années 60, il se passe quasiment tout en même temps. C'est-à-dire une exposition à Londres qui s'appelle Cybernetic Serendipity, par une curatrice qui s'appelle Jachar Echard, et qui va s'intéresser aux machines. Donc ça, c'est un temps important. Un autre temps aux États-Unis, pareil, 66, 67, 68, qui va s'appeler Experiment in Art and Technology. Et là, c'est intéressant de remarquer que ce sont des artistes aussi importants que Robert Rauschenberg, le peintre américain dont on connaît le travail, qui va s'associer avec Billy Clover, qui est ingénieur, et qui vont essayer comme ça de faire des associations d'artistes et d'ingénieurs. Aujourd'hui, ça existe encore. Il y a d'ailleurs des artistes qui sont ingénieurs et vice-versa. Et il y a un autre temps important qui est Côte Ouest, qui est un petit peu moins connu et qui s'appelle Art and Technology Project. Et c'est un type qui s'appelle Maurice Stockman qui, au Los Angeles County Museum, va s'intéresser, lui, aux marques en essayant d'associer des artistes avec des marques. Et Pepsi Cola, à ce moment-là, va accompagner un certain nombre d'artistes qui s'intéresse à la question technique et technologique dans une grande foire universelle à Osaka en 1970 avec Andy Warhol par exemple et une machine, raining machine, une machine à pleuvoir. Alors, et puis je voudrais juste dire deux mots et je passerai la parole sur la relation plus spécifiquement à Internet. Alors Internet, on dit souvent c'est la fin des années 60, c'est vrai aussi, hein, même si à l'époque on interconnecte deux machines et on est déjà très satisfait. Il y a les années 70, 80, les chercheurs vont beaucoup s'en servir, 90, il se passe quelque chose d'essentiel qui est le web. C'est-à-dire qu'avant le web, finalement, Internet, c'est une affaire de recherche. Avec le web, ça va devenir un petit peu l'affaire de tous progressivement. Et ça va vraiment devenir l'affaire de tous au moment de ce qu'on appelle le web 2, dans ce qu'on pourrait appeler finalement plutôt le web participatif. Et là, pour moi, il y a quelque chose de très important qui se passe, c'est que, en termes de création d'art, mais pas seulement dans la société, c'est que l'Internet devient l'affaire de tous avec le web, mais devient résolument participatif, et tout le monde s'en saisit véritablement à partir du moment où il devient participatif. Donc on pourrait dire finalement le milieu des années 2000. Ça veut dire qu'on est passé aussi en même temps d'un monde, je dirais les années 90 plutôt d'outils, à un monde de culture. Et on en reparlera tout à l'heure, mais on va certainement évoquer des artistes qui se saisissent de l'Internet pour faire œuvre, au même titre que le public se saisit de l'Internet pour faire création. Et aussi, on va se rendre compte que ça peut flouter la séparation entre les pratiques amateurs et les pratiques professionnelles, enfin les pratiques artistiques, on va dire. Voilà, après on donnera des exemples, mais je voulais juste faire une introduction pour suivre la tienne.
Est-ce que dans cette notion, quand le public s'approprie les œuvres des artistes, est-ce qu'il y a cet aspect-là aussi dans l'art sur Internet de fan service? On en avait parlé, Bruno. Oui, c'est vrai, effectivement, ce que Dominique Moulon vient de dire, ce moment où on passe à cette version du web interactive, de fait s'installent notamment les forums, les blogs. Et donc, l'internaute se met à écrire, à commenter, à réagir et interagir sur la toile. Et forcément, ça a aussi un impact parfois sur la création artistique, hein, sans là pour l'instant vraiment parler de la manière dont l'artiste, quoique, allez, osons. On est presque dans une relation où l'internaute lambda devient quasiment scénariste. Alors pourquoi ? Vous connaissez peut-être nombreux à connaître, par exemple, Game of Thrones. Cet été, il y a eu, effectivement, excusez-moi, l'été dernier, il y avait eu des questions se demandant est-ce que Jon Snow va réapparaître ou pas dans la série ? Ceux qui ne connaissent pas, imaginez, on est dans un... Il y a une série qui passe à la télévision et il y a, à la fin de la saison, il y a une espèce de cliffhanger et on ne sait pas si un des héros va rester ou pas dans la série. Et il y a des stratégies qui se mettent en place sur des blogs, des gens qui se disent « Allons regarder, en fait, tiens, j'ai vu des indices, l'acteur qui joue ce personnage, il ne s'est pas coupé les cheveux. Donc ça veut dire qu'il y a des chances qu'il continue à jouer dans la série, sinon ça ne marche pas, il ne peut plus incarner le même personnage. » Et toutes ces mises en avant, tout ce qui se met en place, fait aussi que ça influence les scénaristes qui écrivent. Et c'est vrai que cette notion de fan service qui s'est mise en place, c'est ce moment de dire tiens, les scénaristes vont aussi quand même écrire leur série en fonction de ce qui s'est dit sur Internet, sur les blogs, sur les forums. Et c'est aussi une manière, quelque part, de diluer ce scénariste, de diluer ce rôle créateur. Bien sûr, officiellement, le scénariste reste le même groupe, mais ils ont été extrêmement influencés par la toile. Donc c'est une manière, effectivement, de mettre en jeu ces stratégies-là. Donc l'Internet, bien sûr, n'est pas une question, n'est pas ce par quoi la série est créée, mais Internet est très important pour avoir un impact, un grand impact sur la manière dont cette série est diffusée et revient en arrière, même si ce n'est pas le médium de base de la série. Alors, comme tu viens de le signaler, au début en discutant tout à l'heure, je n'avais pas bien compris le rapport à Jon Snow. Ça y est, j'ai compris, merci à toi. Je trouve très intéressant le fait que tu mentionnes le fait que le public, on les appelait les internautes, maintenant c'est le public qui n'est pas connecté à Internet, s'approprie les créations ou les œuvres, et finalement les auteurs, dans une certaine manière, comme un mouvement de va-et-vient, s'approprient ou les commentaires ou les contenus. Et là je voudrais montrer l'exemple d'une œuvre typiquement des années 2000, typiquement de l'après-net art, je pense qu'on y reviendra, c'est-à-dire de cette période où les œuvres naissent sur Internet, sont faites pour être montrées sur Internet et n'en sortiront pas nécessairement. Ici, je voudrais évoquer cette œuvre, on voit un mur vidéo. Ce mur vidéo, il a été créé par Christopher Baker, artiste américain qui enseigne à Chicago. Et il s'est, guillemets, contenté d'écrire Hello World. Alors, Hello World, c'est intéressant parce que ceux qui s'intéressent un petit peu à la culture geek, c'est la phrase que tapent tous les programmeurs pour tester la validité de leur programme. Et on fait ça depuis le langage C, je crois. Donc, mes étudiants en JavaScript le font encore. Hello World. Si ça dit Hello World, le langage salue le monde et c'est plutôt bon signe. Alors, en tapant Hello World, il s'est rendu compte que quantité de gens, de jeunes et moins jeunes, peut-être beaucoup de jeunes filles, qui, quand j'étais petit, parlaient à leur journal, mon cher journal, en le cachant, en espérant qu'il soit saisi par un proche, peut-être lu en secret, mon cher journal. Aujourd'hui, on ne parle pas à son journal. Aujourd'hui, on parle au monde entier. L'essentiel des gens, des jeunes, des digital natives, quand ils commencent une séquence, c'est « Bonjour tout le monde, hello world ». Donc ici, c'est tout un tas de gens qui se sont confiés au monde, mais que l'artiste, les assemblant sur un mur vidéo, ce qui nous renvoie plus à l'art vidéo, une grille comme ça, va finalement renverser le processus et faire que ces gens qui croient être face à tout le monde se retrouvent ici face possiblement à un spectateur unique. Et j'ai été dans cette situation du spectateur unique un matin à Laboral, qui est un endroit en Espagne
dédié à cette question de la relation de l'art aux technologies, de l'art à l'Internet. Et là, c'est intéressant parce que c'est une œuvre d'appropriation de l'artiste qui s'approprie des contenus amateurs, ici qui deviennent inaudibles. C'est le nombre qui l'emporte sur l'individu, mais qui garde malgré tout les sons de ce brouhaha de ceux qui s'adressent au monde, de toutes celles et ceux qui s'adressent à nous, et qui reconstituent comme ça un mur vidéo. Donc je trouve cette œuvre tout à fait intéressante parce que cette œuvre, elle est aussi conséquente, non pas de l'Internet, mais de l'Internet participatif, de l'Internet qu'attendait Andy Warhol quand il nous promettait nos 15 minutes de célébrité. J'entends de YouTube, broadcast yourself, c'était, je crois encore la phrase de YouTube, diffuse-toi toi-même. Nous devenons auteurs, diffuseurs de nos contenus, nous sommes possiblement toutes et tous célèbres, et l'artiste s'en saisit et fait œuvre avec ses contenus amateurs de ces gens qui peut-être ne savent pas d'ailleurs qu'ils sont dans une œuvre à ce moment-là, dans un centre d'art, et dans la continuité aussi de l'autofilmage, puisqu'on peut considérer que dans l'art vidéo de la fin des années 60, j'y reviens encore, il y a quelques pratiques dont l'autofilmage qui est essentiel. Paul. Très bien. Est-ce que quelqu'un a des questions? Allez-y. Oui, bonjour. J'ai l'impression que vous dites qu'en fait, l'art, influencé par Internet est un grand mot, mais par les réseaux, finalement, par le fait, tous ces gens qui se connectent en fait sur ce réseau, est assez spécifique. C'est un art à part quand même, parce que en ce moment, vous voyez, il y a la FIAC, enfin, ça n'a rien à voir. Donc, c'est quand même bien un art spécifique. Donc, est-ce qu'il faut effectivement parler de cet art-là qui est nouveau finalement avec notre époque, qui vient de la techno et de toutes ces personnes qui effectivement sont aussi productrices que consommatrices? Alors je veux bien répondre parce qu'en plus j'ai un petit exemple qui pourrait être intéressant pour raccrocher. On ne sera peut-être pas d'accord d'ailleurs, hein, je ne sais pas. Moi c'est vrai que j'ai tendance à... Alors c'est Billy Viola. Si tu peux, ouais. J'ai tendance à toujours trouver intéressant. J'ai tendance à toujours trouver intéressant d'aller voir finalement les formes ancestrales ou ce qui se passe et la manière dont certaines stratégies artistiques, plastiques, mises en jeu dans certaines formes d'art peuvent préexister dans d'autres. Moi, c'est un petit peu ce qui m'intéresse finalement quand j'étudie l'art contemporain en général. Et c'est vrai que c'est tentant de faire des classifications, des typologies, de dire alors il y a le net art, en quoi c'est différent de l'art numérique, qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui n'est pas commun, enfin tenter de faire ces classifications, en même temps tenter un petit peu de voir ce qui est commun. Alors voir ce qui est commun, bon courage, c'est ça, c'est très très difficile, voir ce qui est commun, toutes les formes d'art, mais faire des filiations, c'est ce qui est assez intéressant. Et en entendant finalement ce que Dominique Moulon venait juste de présenter avec son mur, je pensais à cette œuvre de Bill Viola, que vous connaissez peut-être, il y a eu une grande expo récemment à Paris. Là, c'était une œuvre de jeunesse. Bill Viola va voir des personnes et leur demande, finalement, enfin, je dévoile tout d'un coup, leur demande de faire semblant de regarder la télévision, alors qu'en fait, ils sont en train de regarder une caméra. Et Bill Viola les filme en train de faire semblant de regarder la télévision. Et ce dispositif, vous allez dire, qu'est-ce qu'il en fait de ce film finalement Bill Viola, au lieu de le montrer dans des galeries, au lieu de le montrer dans des salles, il se débrouille pour avoir l'accord d'une chaîne de télévision publique américaine, enfin états-unienne, et diffuse tous ces petits films à la place des publicités. Petite parenthèse, les chaînes publiques états-uniennes, pendant les publicités, n'ont pas des pubs pour des autres marques, mais font que des pubs pour leur propre chaîne. Et du coup, c'était pas un grand manque à gagner de le faire, c'est pas un problème. Et voilà, on a comme ça des personnes devant leur télévision qui se retrouvent face à plein de personnes les regardant, entre guillemets, ou en tous les cas, faisant semblant de regarder la télévision, regardant en fait la caméra, mais mine de rien quand même, donnant l'impression de regarder le téléspectateur. Et on retrouve finalement, on est très proche quand même de ces formes d'art qui peuvent se faire sur Internet avec cette grande popularisation qu'on a. Et finalement, comme Dominique Moulon a fait référence à Andy Warhol, on voit aussi que Andy Warhol ne faisait pas de net art, enfin pas particulièrement en tous les cas, même à ma connaissance pas du tout. Et il n'empêche que ce qu'il a lancé dans son mouvement de pop art sur cette notion de, un petit peu j'ai envie de dire, de starification de l'individu
par l'art, parce que finalement l'art aussi quelque part se dissout dans les grandes surfaces, dans tout ça. On retrouve ces stratégies qu'on va voir dans le net art, alors que la technique quelque part est un moyen pour faire autre chose. Après voilà, ça reste, on peut ne pas être d'accord, on peut trouver qu'il y a des grandes oppositions par ailleurs, et affiner bien sûr le propos. Alors, merci d'avoir montré cette pièce que j'adore. Juste en parenthèse, Andy Warhol n'a pas utilisé l'Internet parce qu'à cette époque-là, il était plus émergent, l'Internet j'entends. En revanche, il y a une photographie d'Andy Warhol avec un ordinateur beige, c'est l'époque des ordinateurs beiges, et une pile de disquettes. Et il y a un artiste numérique qui s'appelle Corey Arcangel qui a racheté les disquettes que possédait Andy Warhol, en se disant il y a peut-être quelque chose dessus, bonne chance si c'est encore lisible, mais je crois que le fait d'acheter les disquettes pour un artiste contemporain, numérique, accessoirement, je montrerai une pièce de Corey Arcangel tout à l'heure, je trouve ça intéressant. Mais pour revenir à Bill Viola, je ne savais pas que tu allais montrer ça, c'est une pièce que j'aime beaucoup aussi, et elle résonne évidemment avec la pièce de Christopher Baker. Moi je l'ai découvert, et pour parler des chapelles, comme vous le dites, moi je l'ai découvert dans un festival dit, entre guillemets, on va dire d'art numérique, dont l'intitulé était Broadcast Yourself. Typiquement, là, les gens, c'est une espèce d'avant YouTube. On peut imaginer qu'il y a d'ailleurs ces gens-là qui, peut-être un jour, par hasard, à 11h43, se sont vus, eux, en regardant la télé. Alors là, ça fait une espèce de boucle vertigineuse. Et le choix de Bill Viola de diffuser à la télé, c'est intéressant aussi. Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle Art et télévision, qui est paru il y a une bonne dizaine d'années, qui est tout à fait intéressant. Et c'est bien d'avoir fait ce livre parce que ça n'a pas forcément fait mouvement, Art et télévision, même s'il y a énormément d'artistes qu'on travaille avec. Je citerai Peter Campus avec une pièce, et d'ailleurs Bill Viola a été l'assistant de Peter Campus. Peter Campus, revenons encore à la fin des années 60. Il y a eu une exposition majestueuse il y a peu de temps au Jeu de Paume, mais sa pièce c'était un feu, Fire as a TV Place. Je me rappelle plus, le feu dans une cheminée qu'on pouvait regarder. Donc c'est le premier feu de cheminée qu'on regarde à la télé. Après il y a eu des cassettes VHS, des DVD, aujourd'hui des sites web. Alors juste pour revenir à l'art vidéo et l'art qu'on qualifie aujourd'hui de numérique. On va dire que l'art vidéo est né à la fin des années 60 d'une innovation, la première véritable caméra portable, porte-à-pack Sony, accessible aux artistes, par les artistes de la génération juste d'avant Bill Viola, Vito Acconci, sont plusieurs, etc. Et puis pendant 20 ans, on va parler d'art vidéo. Jusqu'aux années 90. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui sont publics, qui s'appellent art vidéo, il y a des expositions d'art vidéo, on les appelle les vidéastes, et tout à coup, pouf, tout ça disparaît au profit de la vidéo appareil dans l'art contemporain. Sur des grands murs, en environnement, on oublie les téléviseurs et moniteurs, et la vidéo, le médium vidéo fait partie des médiums de l'art contemporain, au même titre, ça c'est les années 90, au même titre que dans les années 80, grâce à d'autres gens, la photographie va faire partie active de l'art contemporain, tout simplement à cause peut-être aussi d'une innovation, ou grâce à une innovation. Là c'est le tirage Cibachrome de grand format. Tout à coup on va voir des photographies de 3-4 mètres de large, et avec un certain nombre d'artistes qui vont aux États-Unis ou dans l'école de Düsseldorf en Allemagne, s'approprier ce médium. Et finalement, on ne va pas forcément parler d'une photographie plasticienne ou ici d'artistes contemporains vidéo, mais en tout cas, il y a eu la photographie à côté des arts plastiques, il y a eu la vidéo à côté de l'art contemporain, mais l'art contemporain, je pense, est toujours plus fort et finit toujours par agglutiner tout ça. Et je pense que s'il y a eu une tendance numérique de l'art, je pense que c'est déjà quasiment du passé, même si il y a une foire dont je suis le directeur artistique bientôt qui s'appelle Variation, qui est une foire d'un art contemporain numérique, qui fait partie d'un événement beaucoup plus large de la Biennale internationale des arts numériques. C'est encore assez pratique de nommer ça comme ça, d'abord parce que c'est pas faux, et puis parce que ça dit aussi sa petite différence, et puis c'est aussi parce que ça permet de montrer des œuvres qu'on voit peut-être pas à la FIAC d'ailleurs, malheureusement, mais qu'on commence à voir poindre. Donc on va dire que il y a des temps dans l'émergence où ces pratiques sont nommées, et puis tout à coup, c'est intégré, accepté, et souvent c'est aussi lié
au culturel, et si le numérique avait ses spécificités dans les années 90, il en a encore bien entendu, mais en tout cas c'est devenu la culture de tous, des artistes aussi, et je dirais même, pour conclure, que je pense qu'il n'y a plus d'œuvres qui ne soient pas numériques, même les peintures, même les sculptures, parce que les artistes, dans la solitude de leurs ateliers peintres et sculpteurs, font aussi des recherches Google, et que la recherche Google, on le sait, oriente, et que finalement Google, à sa manière, a orienté le résultat des requêtes qui étaient posées par ces artistes peintres et sculpteurs, au point que finalement il y a ce coefficient, comme dit Norbert Hiller, de numérique dans les œuvres, plus ou moins important, comme Marcel Duchamp nommait le coefficient d'art dans les objets. Chaque objet, finalement, recontextualisé, peut faire œuvre. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Vous avez évoqué plusieurs fois dans vos explications le net art. Est-ce que vous pouvez donner une brève définition pour ceux qui ne connaissent pas? Bon, on peut tous les deux. Vas-y. Déjà, si je ne me trompe pas, il y a d'abord le net.art qui a commencé, qui était donc le net.art en référence, donc, non, art.net d'ailleurs, art.net, excusez-moi. Non, c'est net.art, c'est bien ça. Net.art, donc net.art en référence du coup à l'URL qui finit par point machin chouette. Et ça, c'était le premier mouvement assez quand même émergent d'art. On pourrait peut-être montrer éventuellement l'exemple de l'œuf. Alors là, on quitte les questions d'interrelation entre réalité et fiction, mais voilà certains exemples de net art émergent, il y a longtemps. Donc, plein d'images qui se suivent, et là, on était effectivement dans le tout début de l'art par Internet, le tout début, dans les formes les plus, on va dire, classique de l'art par Internet, qui met en avant quelque chose qui donc ne se voit que sur Internet. On peut bien sûr en faire une vidéo, et il y a pu avoir des vidéos de ceci, mais l'enjeu est vraiment d'avoir ce site qui montre ce type d'œuvre. Après, aujourd'hui, on va dire que le net art va être un champ effectivement de l'art, de la manière qu'on a la peinture, la sculpture et les installations et les performances. Et donc le net art serait une pratique artistique faite par et pour Internet, mais de la même manière que, je sais pas, Giacometti diffère du dessin, de la manière que Michel Verjus ne fait pas des éclairages, les frontières sont compliquées. Il y a des choses, on ne sait pas, c'est peinture, sculpture, installation, c'est très dur. Et de la même manière, l'étiquette net art s'estompe, et c'est ce qui pousse aussi Dominique Mollon et Norbert Hiller à dire que toute œuvre a de toute façon un petit peu de numérique en elle. Oui, dans la mesure où on peut considérer qu'on vit dans une société du tout numérique, pourquoi le monde de l'art ne serait pas affecté? Et il l'est. Il l'est d'ailleurs, c'est intéressant de remarquer, il l'a été, même le marché, parce que le marché souvent peut résister à un médium qui arrive, il lui faut du temps au marché, il faut du temps aux conservateurs, il faut du temps aux institutions, on le voit, et c'est jamais totalement gagné, mais le marché finalement aujourd'hui se développe beaucoup grâce à l'internet, avec des plateformes comme Artsy, il y en a quantité, et puis les institutions aussi ont intégré leur département, ou disons se sont intéressés au travers de certains départements art, et parfois aussi beaucoup de design, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs actuellement. J'étais hier à l'exposition du Museum of Modern Art de New York, mais à la Fondation Vuitton, et là il y a une salle qui est finalement assez numérique, et c'est intéressant parce que c'est une salle où on comprend que les œuvres ont été acquises par le département design. Alors, il y a encore ici aussi des murs qui sont parfois dressés entre les différentes pratiques, l'art et le design, et il y a évidemment des artistes qui font sauter ces catégories. Alors, je voudrais juste rebondir avec une œuvre. Moi, j'aime beaucoup Raphaël Reuseldahl, qui en effet s'inscrit dans la continuité du net art qui existe sur Internet. Ce sont des œuvres d'URL. D'ailleurs, celle-là, elle a été achetée par un musée. Et puis, il y a les œuvres qui viennent de l'Internet.
Alors finalement, l'Internet est toujours central, puisque cette œuvre-là, sans l'Internet, on ne peut pas la voir. Et je voudrais en réaction en montrer une, peut-être de quelques années plus récentes, qui, elle, est née de l'Internet. Comme tout à l'heure avec Christopher Baker, ça c'est un artiste qui s'appelle Clement Valla, qui est français, qui vit à Brooklyn, et qui a été chercher sur Internet des erreurs machiniques pour faire œuvre. Pour faire simple, Google Earth, c'est un dispositif de collection d'images comme Google Street View. On va considérer que c'est la plus grande banque de données d'images au monde, photographique, plus ou moins photographique, avec sa part de 3D. En fait, il y a 50 ans, les territoires à l'international étaient cartographiés par des photographes. Il y avait une mission qui s'appelait la Datar en France, et beaucoup de photographes étaient envoyés à Nice, à Vierzon, à Roubaix pour ramener des images, pour qu'on garde des traces de la France d'hier, avec des gens comme Depardon qui ont cartographié la France. Et puis aujourd'hui, si on veut cartographier le monde avec un appareil photo, il vaut mieux le faire au sein des outils fournis par Google. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est de collecter les erreurs. Alors ici, c'est l'erreur qui fait œuvre. Alors ça, c'est pareil, c'est pas nouveau. Peut-être on pourrait mentionner Fluxus, on pourrait peut-être mentionner Dada, on pourrait mentionner plusieurs mouvements où l'erreur fait œuvre. Et ici, beaucoup de ces images ont été faites en Suisse, parce qu'il y a des montagnes, parce qu'il y a des ponts, et que quand un pont passe une montagne, le dispositif de Google, il fait des images, il fait des modèles 3D, il fait plaquer tout ça comme il peut, et là ça fait énormément d'erreurs, et c'est magnifique, c'est magnifique. Ces images, s'il n'y avait pas les erreurs, moi j'avoue qu'elles ne m'intéresseraient pas. Donc l'artiste, finalement, ça devient une sorte de curateur, de commissaire d'exposition, qui va chercher des images qui sont photographiques si on veut, sachant qu'il n'y a pas de photographe. C'est aussi des images, des œuvres d'une photographie sans photographe, ou d'une photographie à la photographie machinique, et il en a repéré plein. Alors c'est intéressant aussi parce que Google, se rendant compte de ces erreurs, remplace les images par de nouvelles images qui sont plus guillemets parfaites. Donc en même temps, finalement, l'artiste fait une forme de média-archéologie. Et moi, je vais publier un livre prochainement qui était le sujet d'une thèse un peu tardive qui va s'appeler L'art au-delà du digital, dans lequel je mentionne cet artiste. Et puis dans les thèses, tu le sais mieux que moi parce que tu enseignes, c'est bien de faire référence à quelques auteurs. Là, l'auteur qui m'est venu tout de suite à l'esprit, c'est Paul Virilio. Paul Virilio, dans les années 90, nous dit: l'humain invente le navire et donc le naufrage, l'avion, la catastrophe aérienne, l'Internet, la catastrophe globale. Ici, la catastrophe est globale. On a l'impression que le monde est en train de fondre partout. D'ailleurs, c'est ce qui économiquement s'est passé avec la crise aux États-Unis, la dernière dans les plus grandes sur les emprunts, qui a affecté le monde entier. Là, on est sur cette histoire de la catastrophe globale. Et ici, ce qui fait œuvre n'est pas ce qui est sur Internet, mais ce qui est prélevé d'Internet et qui peut être montré dans un white cube comme celui-là, avec des tirages finalement posés sur les murs. Oui, et ce qui aussi fait œuvre à la rigueur, c'est la veille. C'est tout ce travail que l'artiste fait allant chercher les bugs, parce qu'il n'y a pas une ligne de commande qui affiche les bugs, bien évidemment. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. C'est de la manière que l'artiste arpente le vrai monde. Là, l'artiste se met à arpenter, tac, 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 image par image, bougeant, pour aller voir, tac, l'image qui va faire bug. Et ça, c'est aussi intéressant parce que je ne sais pas ce qui s'est passé à l'origine, mais il y a bien dû avoir premièrement quelqu'un qui a dû lui dire « Eh, il y a des bugs sur Google Earth » et où il s'est dit « Tiens, allons-y ». Mais cette démarche-là est proprement aussi artistique, avant même quelque part de trouver les images et de les montrer. Et si on cherche encore une fois des filiations, ça me fait penser à un artiste, malheureusement, dont j'ai vraiment pas le nom, mais qui achète des toiles en brocante, gratte, et espère trouver des repentis, des toiles en dessous.
Et ce principe justement c'est pas forcément l'erreur là qui rapproche, c'est la démarche d'aller fouiller des gens qui font des images pour voir comment ces images peuvent résonner et devenir intéressantes. Et quand on va à son expo, bien évidemment, il expose pas que les toiles où derrière il y a des choses intéressantes. Il expose aussi les toiles qu'il a grattées où il n'y a rien en dessous. Mais c'est parce que ce qui compte aussi, c'est cette démarche-là, d'aller chercher l'image, comme c'est le cas ici. Vas-y. On est d'accord, hein, je ne sais pas si on a été bien clair. Il n'a pas modifié la photo. Hein. Oui. D'accord. D'accord, ok. C'est justement la question que je me pose. Il n'a pas modifié la photo. Alors, c'est une question intéressante, peut-être justement pour interroger la pertinence de ce qu'on appelle la création. C'est-à-dire que, pour parler en mon nom, personnellement, l'artiste qui prend une image sur Google Earth et la truc pour faire ça et me la montre, moi ça ne m'intéresse pas, personnellement. Il y aurait eu création, effectivement, vous avez raison, il y aurait eu création, mais j'aurais dit ouais, bon, et alors? Mais l'artiste, enfin celui qui ne crée pas, effectivement, c'est là où c'est ce qui est compliqué, celui qui ne crée pas, aussi ce n'est par sélection, qui va aller chercher parmi des milliards d'images et trouver celle où il y a ceci sans qu'il y ait eu intervention, lui va plus m'intéresser. Mais là, on pourrait finalement... c'est des grandes questions. Le romantisme allemand du 19e siècle a commencé à se dire, au fond, qu'est-ce qui fait art? Qu'est-ce qui fait œuvre? Est-ce que c'est la création ou est-ce que c'est le regard qu'on porte sur le monde? Et il y a par exemple un Novalis, je ne sais pas si vous connaissez le poète Novalis, romantique allemand, qui disait, propos qui a été repris par Bergson, par Oscar Wilde, par plein de gens, que être artiste, c'est avant tout le regard qu'on porte sur le monde. Et en gros, que même si Michel-Ange n'avait pas eu de main, il aurait quand même été un artiste, parce qu'il aurait vu le monde avec un regard artialisant le monde. Et c'est vraiment ce point-là qui est une question importante, de comprendre ce qui fait œuvre dans une pratique et une production. Et c'est assez intéressant de voir que déjà, justement, le romantisme allemand, donc bien avant l'art contemporain, hein, on est bien avant l'art contemporain, bien avant l'art conceptuel, bien avant tout ça, se disait qu'au fond, c'est pas tant la production qui a l'intérêt artistique que finalement ce processus, l'intention et le regard qu'on porte sur le monde. Donc, moi, c'est vrai que, à choisir entre les deux artistes, celui qui modifie par Photoshop et montre, et celui qui trouve ses bugs, je préfère le deuxième. Quelqu'un opine, je ne suis pas seul, quelqu'un opine. Après, il y a d'autres artistes, je pense à Nicolas Moulin, que j'ai bien évidemment pas sur moi parce que j'ai pas eu tout pensé et parler de lui, si on peut le trouver sur internet. Nicolas Moulin qui lui, je vais traîner un petit peu, Nicolas Moulin qui lui fait du photoshopage de photos, mais effectivement photoshopage qui a une pertinence, à mon sens une pertinence artistique, parce que Google Images comme ça on en voit plein, ou une, voilà. Par exemple, il a vidé Paris. Donc il enlève les voitures, les passants, les enseignes, les affiches publicitaires. Donc là, on est effectivement dans clairement une démarche de création par logiciel. Et ceci, effectivement, c'est le pendant de la démarche où on va chercher les bugs. Et ça me semble parfaitement normal que certains vont préférer l'un, d'autres l'autre. Moi, j'avoue que j'aime les deux pour le coup, mais parce que c'est pas du tout le même processus qui est mis en avant. L'un vide Paris, et l'autre va sélectionner. C'est un petit peu comme quand on marche et on va ramasser les jolis petits galets parmi tous les galets qui existent. Et ça fait partie aussi de ces démarches artistiques pas la sélection, comment on appelle, le prélèvement. Le prélèvement, c'est effectivement une des manières aussi de faire œuvre. Et puis je dirais aussi... la question de l'œuvre, elle est aussi liée au contexte. Alors Clément Vallat, ces œuvres-là de tout à l'heure ont été montrées dans une galerie qui s'appelle la Transfer Gallery à Brooklyn, dans une galerie à Paris qui s'appelait la Expo. Vraisemblablement achetées par des institutions et montrées aussi par des institutions. Donc le fait d'être dans un musée déjà participe à faire œuvre. Et puis j'aime quand tu cites Michel-Ange, moi j'aime bien aussi citer Léonard de Vinci qui disait que la pittura è cosa mentale, c'est une affaire d'esprit, c'est pas une affaire de main.
Et quant à l'accumulation dont on peut se poser, ce qui fait œuvre dans l'accumulation, ça peut aussi nous renvoyer dans les années 50-60 avec les nouveaux réalistes. Et finalement, on pourrait aussi se poser la question de l'œuvre chez ces artistes comme Armand, qui va simplement accumuler et faire œuvre. Alors après, non, bien sûr, mais je veux dire, la question de l'accumulation aujourd'hui des images, pour moi, elle fait aussi référence à l'accumulation des objets. Et ce qui donne statut d'œuvre à l'œuvre, c'est aussi le contexte. Et je voulais juste, par rapport à la collecte, sans insister, hein, quoique un petit peu, mais ça c'est John Raffman. Et c'est très proche, puisque il n'a pas fait les photos. Peut-il revendiquer le fait d'être artiste, à peine, d'être commissaire, peut-être. C'est Google qui l'a fait, mais ce qui est intéressant encore ici, c'est que les Google Cars faisant des photos d'une relative autonomie, on peut des fois en voir une, on peut être dessus, on est logiquement flouté, comme le sont ces jeunes-là, on ne sait pas bien ce qu'ils font d'ailleurs. Donc il y a un autre artiste qui s'appelle John Raffman. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a 2 ans, il était exposé avec des œuvres comme celle-là à la Biennale de Lyon. Donc on peut aussi faire le tri à la Biennale de Lyon de ce qui fait œuvre et de ce qui ne fait pas œuvre. J'y étais il y a 2 semaines, j'ai vu des choses qui m'ont laissé un petit peu pantois aussi. Maintenant, des fois, on est tenté de faire un petit effort et de se dire, peut-être que si finalement je m'y intéresse un peu plus. Mais bon, pas obligatoirement non plus. Alors, lui, et j'aime bien dire contenté pour faire possiblement œuvre, d'aller chercher des images qui ont toutes quelque chose d'un peu questionnant. Mais au même titre que la maison de la MEP, qui est à côté de chez nous, à côté d'ici, pardon. La maison Open de la photo a une diversité dans sa programmation que de faire des photographies qui pourraient être sociales, sociétales, clairement. Alors ici, on se demande si c'est l'erreur qui a doublé cette personne ou si c'est des jumeaux. Ou si c'est un trucage. Alors si c'est un trucage, il se fait dans la machine, hein, c'est pas l'humain. Là on est plutôt sur du social, une forme de photojournalisme, de la désespérance, de l'étrangeté. Là finalement on a matière à une exposition photo qui peut être tout à fait intéressante. Là, c'est peut-être des jeunes qui n'ont pas du tout envie d'être sur la photo. Donc, on va dire que là, c'est une forme de résistance de Google. Là, on se demande où on est. Là, il y a une inondation. Alors, je trouve intéressant parce qu'on pourrait très bien imaginer, et d'ailleurs, ça a été le cas à Arles, le lieu de la photographie. Il y a eu, il y a quelques années, suite aux inondations à Arles, une exposition sur l'inondation. Donc il y a des photographes qui ont été invités, et puis qui se sont invités eux-mêmes à faire des photographies d'inondation, et on a vu une expo sur l'inondation. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a des inondations aujourd'hui de plus en plus de par le monde, et comme les voitures de Google passent partout, tout le temps, c'est évident qu'il y en a une à l'instant même qui est en train de photographier une inondation. Alors après, est-ce que ça fait œuvre? J'en sais rien. Il y a dans les années 80 une photographie qu'on qualifie de plasticienne. On n'est pas loin ici. Ça, typiquement en Arles, il y a tous les ans des photographes, artistes américains qui ramènent des images d'hier. Là, on a l'impression que c'est hier, mais peut-être que c'est aujourd'hui. Donc c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, avec ce parking avec des références au cinéma. Je pense à Hitchcock. Là, moi, j'y vois possiblement un photographe italien qui s'appelle Paolo Roversi, je crois. Le prénom, je suis plus sûr, mais Roversi, je crois, et qui fait des photographies de plage toutes grillées comme ça, qui sont très intéressantes. Sur une photographie documentaire, sociale, qu'est-ce qui se passe ici? À l'accident, il y a toujours des accidents de par le monde. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça pourrait presque être le constat d'une performance de cet artiste qui accroche à son camion un film plastique qui va dérouler comme ça. Donc là, clairement, il y a une forme de mise en scène. C'est-à-dire qu'au moment où ils se rendent compte que la Google Car est là, ils vont se mettre en scène. Qu'est-ce qu'ils font avec ce matériel? Ça, c'est affreux. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc finalement, moi, je trouve qu'il y a un parti pris ici qui est intéressant encore une fois, quant à cette idée qu'il puisse y avoir une photographie sans photographe. On pourrait même imaginer la photographie sans spectateur aussi. Il y a une autre question. Voilà.
Mais est-ce que justement cette sélection de photos ou de matières sur Internet, quand on veut constituer une œuvre sur Internet, ça peut poser des problèmes d'éthique par rapport à l'art? Alors, après, c'est vrai que j'avoue, j'ai du mal à répondre sur le point de vue éthique et pas sur le point de vue légal à cette question, parce que techniquement, les problèmes éthiques, il y en aura toujours, au sens il y a toujours, dans la mesure où il y a très peu de chances que nous partageons tous la même conception de l'éthique. On peut très bien, enfin, j'imagine que pour Madame, l'artiste qu'on voyait avant, qui éventuellement vend les œuvres qu'il n'a pas prises, éthiquement, ça lui pose problème. Donc, je suppose. Voilà. Donc, il y a effectivement la conception de l'éthique, de toute façon, posera sans doute problème à plein de gens. Peut-être que le simple fait qu'on appelle art ces pratiques Internet pose éthiquement problème à certaines personnes, puisqu'il s'agit d'une question d'un comportement sociétal. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai que l'utilisation de photographie peut poser des problèmes éthiques. Après, les problèmes légaux sont de toute façon distincts, puisque les photographies, en tout cas de libre droit qu'on trouve sur Google sans problème, dès qu'on tape, paf, qu'on veut des photographies de libre de droit. Mais ce qui est certain, c'est que la question de l'éthique est intéressante avec Internet. De la même manière, encore une fois, je continue à défendre l'idée que je défendais tout à l'heure, c'est-à-dire que la question éthique est intéressante en art, de toute façon. Et pour refaire un petit peu d'histoire, c'est vrai qu'au XVIIIe siècle, il y a eu cette grande question qui planait de se dire, bon, est-ce qu'on peut prendre plaisir à quelque chose parce que c'est beau, par exemple, indépendamment de questions morales? On parlait plus de morale à l'époque, mais cette question était une grande question du XVIIIe siècle. Le côté, ce grand bâtiment qui a été fait par des esclaves, est-ce que je peux le trouver beau? Est-ce que je peux légitimement le trouver beau? Ou est-ce que non? Parce que éthiquement, c'est quand même scandaleux ce qui s'est passé. Hein, ça, c'est la question de Kant. C'est une des questions de Kant en tous les cas. Et lui, il répond oui, c'est indépendant. Sans dire chouette, allons-y. Hein. Il répond qu'on peut prendre plaisir. Autrement dit, il n'y a pas une inhibition, si vous voulez. Hein. Il ne dit pas qu'on peut prendre plaisir au sens qu'on doit prendre plaisir indépendamment de ce qui s'est passé. C'est juste que de fait, on peut. C'est ça, sa réponse est celle-ci en tous les cas. Après, d'un point de vue éthique, il y a des problèmes avec l'art, avec le net art. Est-ce que l'enjeu, c'est que j'aille vers là? C'est ça. C'est vrai que par exemple, si on prend une œuvre, allez, commençons paf avec du scandale. Si on prend par exemple Blast Theory, c'est là-dedans. C'est là-dedans, c'est le deuxième. Merci beaucoup. Et le premier, c'est génial. Alors, non, le premier. Alors, j'ai pas des images géniales. Mais Blast Theory, c'est un collectif d'artistes anglais. Enfin, ils sont à Brighton. Et ils ont fait donc une œuvre qui utilise Internet, la géolocalisation par Internet ou par GPS, le téléphone. Donc, on est surtout quand même dans de l'œuvre smartphone. Et là, gros problème éthique, parce qu'on joue, hein, c'est un jeu, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens participent à un jeu fait par des artistes, encore une autre catégorie est compliquée, hein, mais après, l'art et le ludique ont des proximités. Et on est là, on est au téléphone, et on attend des directives. Il faut faire ci, il faut faire ça. Un petit peu comme quand on fait un jeu vidéo et qu'on a des quêtes. À ce moment-là, c'est dans la vraie vie, on a des quêtes. On n'est pas dans une enceinte, comme quand, par exemple, on va faire un paintball. On n'est pas dans ce genre d'enceinte. On n'est pas non plus avec des cartes, comme quand on est rôliste, qu'on joue à des jeux de rôle par carte ou sur un plateau. Non, là, on fait un jeu de rôle dans la vraie vie, avec son téléphone. Puis, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut aller prendre la voiture qui est là, on a les clés qui sont ici, génial. Puis, à un moment, c'est, faut aller braquer la banque. Et le joueur, ou le spectateur, ne sait pas si braquer la banque fait partie de l'œuvre, oui, mais du jeu ou pas du jeu? Enfin, est-ce qu'ils sont complices, les gens? Est-ce qu'ils savent que je vais aller braquer la banque? J'ai une cagoule, qu'est-ce qui se passe? Là, effectivement, on voit que cet écart dont on parlait au tout début avec le trompe-l'œil entre les raisins et les autres qui vont les picorer, éthiquement pose problème. Et la même question de Kant qui se disait « Est-ce que je peux prendre un plaisir indépendamment de ce qui se passe au niveau moral ?» Parfois, c'est vraiment très compliqué. Et là, ce jeu justement de considérer que l'art fait partie un petit peu d'un monde à part,
qu'en plus Internet, parce qu'on l'a appelé en plus, est lié à ce qu'on appelle le virtuel, fait partie un peu d'un monde à part, que tout ce qu'on fait par rapport à ça, c'est une petite bulle. Ben oui, mais la bulle, à un moment, elle explose, ou du moins, est-ce que la bulle a déjà existé? Et là, alors, je ne connais pas la fin. Hein, je connais les artistes qui ont fait ça, ils n'ont jamais voulu me révéler la fin. Donc je ne peux pas vous dire ce qui se passe à la fin, quand des gens vont braquer vraiment la banque. Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont signé avant un papier en disant que les artistes ne sont absolument pas responsables de ce qui se passe. Et tout ça fait partie, bien sûr, de l'œuvre, fait partie de ce moment où être spectateur, c'est aussi quand même avoir des comportements éthiques. Et on ne peut pas balayer l'éthique quand on est spectateur. C'est un petit peu leur message. Peut-être qu'il y a des réactions par rapport à cette œuvre un peu trash. Oui, tout de même, parce que demander à des gens de faire braquer une banque, d'accord, mais on pourrait leur demander de tuer quelqu'un, c'est pareil. Je pense que là, même en signant un papier comme quoi on n'est pas responsable, c'est limite. Hein. Non, ils ont signé un papier comme quoi les artistes ne sont pas responsables. Donc eux sont responsables. Eux sont responsables, clairement. Non, justement, ils sont responsables. Après, j'aurais envie de dire quand même que tuer quelqu'un, qu'il soit complice ou pas complice, s'il meurt, il meurt. Donc je veux dire, mourir en vrai ou mourir dans le jeu, c'est mourir quand même. En revanche, braquer une banque, la confusion persiste. Non, mais dans un jeu, c'est réversible. En vrai, c'est les porcs. C'est ça. Non, mais justement, c'est ça. C'est que braquer une banque... Si c'est dans le jeu, si les gens sont complices, et si de fait, en tout cas, c'est peut-être du faux argent qu'on va me donner, on fait rien de grave. On fait rien de grave. Tuer quelqu'un, on fait quelque chose de grave. Ça, c'est, indépendamment. Donc, c'est pas non plus la même chose. Mais je suis d'accord que les frontières éthiques sont compliquées. Oui. Je sais pas, moi, par rapport à cela, ça m'étonne un peu, en fait, cette question de l'éthique sur... c'est lié à Internet en fait, parce que c'est pas lié à l'art. J'ai pas l'impression. Après, ce qu'on est en train de dire, parce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement l'art, ça vient surtout de l'idée, c'est de l'idée de faire quelque chose. C'était un petit peu l'histoire du Duchamp qui prenait un objet comme ça. C'est l'idée et c'est reproductible et donc l'auteur, c'est celui qui a l'idée le premier en fait. Et voilà. Et donc là, effectivement, si c'est l'idée qui est éventuellement répréhensible. Enfin, c'est là où peut-être il y a une histoire d'éthique. Et je suis pas bien. Je voudrais revenir sur l'idée. Je trouve que c'est intéressant parce que encore une fois, hier dans l'exposition MoMA de Vuitton, il y a la célèbre roue de bicyclette. Et puis je regarde le cartel et il y a la date de cette roue de bicyclette qui est la 3e version, parce que Duchamp a comme ça souvent fait plusieurs versions de ses œuvres, mais aussi celle-là parce que la première elle a été perdue. Et c'est assez intéressant d'imaginer qu'il y a des œuvres qui aujourd'hui d'une telle importance puisse avoir été perdu, ce qui est pas rare dans l'art contemporain. Il y a des histoires comme ça qui sont assez drôles. Au musée d'art moderne, un jour, des Buren qui sont passés pour des rideaux qui ont été mis à la poubelle, un tas de sable de Robert Smithson qui a été entamé par des gens qui faisaient un chantier, mais bon, ils avaient besoin de sable. Et puis ça, c'est une œuvre que je trouve intéressante parce que l'œuvre, elle existe déjà, elle est déjà dans la machine. C'est joli, c'est-à-dire que ça flatte le regard, ça flatte la rétine. À savoir si ça fait œuvre, on va voir. Ce qui est intéressant ici, c'est ce qui est marqué en dessous. Et juste une question, qui a un ordinateur ou a eu un ordinateur avec Photoshop installé dessus? Peut-être même l'a lancé une fois ou deux. Moi j'en ai un, je pense qu'on est plusieurs dans, j'imagine... Hein? Ou GIMP, hein, alors ça c'est des œuvres qui sont faites avec Photoshop, mais qui pourraient être faites évidemment avec GIMP. Hein. GIMP étant la part lumineuse de le Linux open source des éditeurs de traitement d'image. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que l'artiste nous dit, ça a été fait avec Photoshop Creative Suite 5. Si vous prenez, alors il est américain, donc il parle en pouces. Si vous créez un fichier de 50 pouces, comment ? À 300, pardon, 50 pouces, inches, à 300 pixels par pouce, avec en pixels carrés,
Si vous posez le mouse down à 3000Y, c'est-à-dire en bas, et 650X, c'est-à-dire en bas vers la gauche, avec tel dégradé, et si vous relâchez la souris à tel endroit, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est lui qui a l'idée de faire cette guillemets œuvre. Il décide que c'est une œuvre. Le marché le décide aussi parce que ça vaut assez cher. Et il est représenté par une galerie qui s'appelle Thaddeus Ropac à Paris, dont on connaît aussi la galerie à Pantin. Et il a fait une exposition Car Arcangel assez récemment à Pantin. Donc c'est ça. Moi, je trouve, j'en ai vu en vrai. Il faut se méfier aussi un petit peu d'internet, puisque il y a des images qui peuvent être qui flattent plus le regard, on va dire, dans l'espace muséal. Ça, imprimé et posé sur un mur, ce que j'ai vu récemment à Montréal, dans le cadre d'une autre biennale d'art numérique, c'est vrai que c'est assez beau, même si j'ai tendance à mes étudiants à les inciter à ne pas forcément utiliser systématiquement tous les dégradés, tous les effets et tous ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui flatte le regard. Et le fait est que c'est déjà entre guillemets dans la machine, mais faut-il encore avoir l'idée d'utiliser avec un fichier de ce format, la souris, avec cet outil, etc. Ça existe déjà. Et c'est révélé par l'artiste. Mais un petit peu comme tout à l'heure, finalement, ça existe déjà et c'est révélé. Accumulé, révélé. Vas-y. Il peut finir sa phrase quand même. Non, Après, c'est vrai que, pour reprendre cet exemple, personnellement, j'aurais tendance à considérer que ce qui fait que cette production-là fait œuvre, n'est pas tant le fait que ça plaise à l'œil éventuellement, que le fait justement que l'artiste ait donné le processus de fabrication de l'œuvre. Ça, c'est aussi un point qui est important. Autrement dit, ce qui fait œuvre n'est pas tant cette peinture, ou cette bouillie de pixels, n'est pas tant cet amas de pixels, que le fait de donner comme titre, c'est le titre. C'est le titre. Le fait de donner comme titre à cet amas de pixels le processus de fabrication. C'est aussi quelque chose d'important qui revient là notamment à cette au grand-père, j'allais dire, centré d'union, au grand-père de l'art conceptuel, Lawrence Weiner, quand il fait ses statements, donc il donne des définitions pour dire voilà, faites ci, faites ça, et vous aurez une œuvre. Et vous aurez un Weiner. Ce qui est aussi intéressant avec ça, je vais essayer de montrer un peu un problème, encore une fois, quasiment éthique, mais qui est assez ambigu. C'est que oui, on va se dire, quand on est en dehors de ce monde de l'art, en dehors du marché, en dehors de plein de choses, dire c'est n'importe quoi. Mais en même temps, ça passe d'une volonté aussi à l'origine de populariser l'art, de populariser la personne qui est artiste. De la même manière qu'on a au début nos fans qui sur leur blog se prennent pour des scénaristes, là, ces artistes en faisant ça, c'est aussi une manière de dire, voilà, au fond, faites des trucs, soyez artiste vous-même. Du coup, il y a toujours cette ambivalence très compliquée qu'on a et dont on parlait aussi tout à l'heure avec cette espèce de mur justement de soi, cette ambiguïté de cette fin de XXe siècle et maintenant XXIe où on a une starification d'individus avec des gens qui réussissent, des gens qui ne réussissent pas et des comportements un petit peu de « moi aussi je pourrais ». Mais il y a comme ça, c'est venu quand même d'une démarche de popularisation aussi de la création artistique et pas au contraire de sphère élitiste de « nous faisons de l'art, nous, vous ne comprenez pas, c'est trop compliqué ». Non, il n'y a rien de plus à comprendre que ça en fait. C'est ça qui est toujours compliqué aussi. C'est d'accepter le fait que, voilà, il n'y a rien de plus que ça dans cette œuvre. Et ça, c'est l'image dont je parlais tout à l'heure, où on reconnaît Andy Warhol, la main sur la souris, cliquant, donc a priori créant cette œuvre. Et on peut imaginer que si Warhol était vivant aujourd'hui, je doute qu'il ait exclu l'usage du digital. Et il y a une pièce à laquelle je pensais avant de venir, et puis quand j'ai vu l'email de Paul avec les quelques liens de Bruno, j'ai vu exactement la même œuvre que je voulais évoquer.
Summer, qui est une pièce que j'adore. Et alors, je te propose qu'on la lance. Et pendant qu'on parle, de... Ouais, elle est là. Qu'on en dise chacun ce qu'on en apprécie, a priori. Elle est là. Alors, si tu veux parler de la home ou d'abord, ou lancer comme tu veux. C'est vrai que quand on découvre au début l'œuvre, on tombe sur cette page. On ne comprend pas très bien pourquoi d'ailleurs. On comprend tous ces noms, ok. Elle remercie, l'artiste remercie. Le nom m'échappe. Olia Lialina. Olia Lialina, merci. L'artiste remercie les personnes. On ne sait pas très bien pourquoi. On reconnaît un petit peu, quand on s'y connaît vaguement, que dans ces gens, il y a quand même des artistes, des artistes du milieu du net, soit. Et pour l'instant. On va cliquer juste. Excuse-moi. Oui. On reconnaît en fait. Raphaël Rosendahl, tout à l'heure, c'est l'œuf au plat. Jonas Lund, actuellement avec une très très belle exposition à le centre d'art de l'école d'art de Gennevilliers. Qui utilise beaucoup les réseaux. James Bridle, qui a fait un blog qu'il a fait connaître qui s'appelle The New Aesthetic et qui va collecter dans le monde les signes d'une forme de numérisation du monde. Yann Robert Clegg qui a fait un monochrome bleu en référence à Duchamp, mais qui finalement nous montre la mer vue de haut ou l'océan vu de haut au travers de Google encore. Evan Roth, on l'évoquait tout à l'heure, et puisque tu évoquais tout à l'heure aussi un logiciel libre, reconnu par le public et aussi les artistes qui est GIMP, Caseris, c'est aussi l'un des développeurs de processing. Alors on va cliquer, je propose sur Caseris et on va voir ce qui se passe et je te rends le micro. Oui, parfois l'art est peut-être un peu déceptif. On a eu un énorme effet d'annonce et puis vous voyez une dame sur une balançoire qui se balance. Mais c'est tout. C'est tout, effectivement. Hein. Il ne va pas se passer grand-chose de plus. Hein. Il ne se passe rien de plus. Ce qui est intéressant à la rigueur, c'est ce qui se passe en dehors du cadre. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe en dehors du cadre. C'est-à-dire que ce qui fait œuvre n'est pas que ce ciel pur, assez aérien, avec cette jeune femme qui se balance sur une balançoire tenue on ne sait où, la lune peut-être. Ce qui est intéressant, c'est aussi ce qui se passe dans la barre de l'URL. Et vous voyez peut-être que ce GIF animé tourne avec tous ces artistes remerciés dans la page précédente. C'est-à-dire que chacun a sur son site, a hébergé son site, une image du GIF animé, et puis, tac, 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 on passe. Ce qui fait qu'il y a un petit peu de lag aussi quand même, c'est qu'on change de machine à chaque fois. On passe d'un hébergeur à un autre, à chaque saut de balançoire. Et c'est vrai que c'est, d'un point de vue de l'art participatif, enfin de l'art collectif, excusez-moi, pardon, d'un point de vue d'art collectif, c'est assez intéressant quand même. Puis c'est mignon, c'est léger, c'est estival, comme son titre l'indique. Voilà moi ce que je voulais juste en dire en tout cas. Alors, elle dit j'aime, puisque c'est Olia Lialina qui souvent se filme dans ses travaux. Ici, à Détouré, image par image, a fait un GIF animé. Ce GIF animé nous renvoie au pré-cinéma. Le pré-cinéma, c'est l'animation. C'est les machines pré-cinématographiques qu'il faut actionner manuellement pour les regarder, les observer. Donc, je pense qu'on est d'accord sur l'animation arrive avant le cinéma. L'animation est, comme la photographie, antérieure au cinéma. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois ça nous renvoie à l'avant-cinéma et en même temps, ça nous renvoie aussi à ces jeux d'images très contemporains qui sont les GIFs animés. Il n'y a jamais eu autant de GIFs animés sur l'Internet. Elle dit « J'aime comme ça faire de la balançoire et me balancer autour de la barre d'URL ». La barre d'URL, c'est celle où on a les liens. Et moi, ce que j'aime dans ces liens, c'est que une fois que la machine est lancée, Dieu merci, c'est dans le cache du navigateur, ça veut dire qu'elle ne va pas solliciter tous les serveurs. Pourquoi je dis Dieu merci? C'est parce qu'aujourd'hui, on nous a tellement dit que l'Internet c'était un nuage, le cloud, que le cloud c'est comme ça immatériel. En réalité, il y a des gros serveurs à Saint-Denis, ça fait tellement de bruit que les gens ne peuvent pas dormir la nuit. Là, c'est sur plein de serveurs, ça veut dire c'est sur 25 serveurs, qu'il y en a au Japon, je pense que le serveur de Raphaël Rosendahl peut être au Japon, qu'il y en a aux États-Unis, qu'il y en a en Europe, qu'il y en a possiblement
en Inde, il y en a un peu partout. Donc en fait, cette pièce-là de cette jeune femme qui fait juste comme ça de la balançoire, c'est aussi possiblement, si on avait déconnecté le stockage en mémoire cache du navigateur, une pièce énormément consommatrice d'énergie, puisque ça fait chauffer les serveurs dans le monde entier à raison on va dire 12 images par seconde. Si on le laissait tourner comme je l'ai fait en centre d'art pendant 3 mois, on avait, évidemment, le cache du navigateur était laissé activé. Et puis d'ailleurs, on avait même prévu, en cas de panne d'un serveur ou d'un autre, une version locale. Alors, ce que j'aime dans cette œuvre, c'est qu'elle est à la fois d'une simplicité extrême, qui nous renvoie au début du cinéma, qui nous renvoie aux pratiques amateurs du GIF animé, et en même temps, elle nous dit le monde global dans lequel on vit, puisqu'il faut toutes les dixièmes de seconde solliciter un serveur de par le monde. Elle nous dit aussi la part collaborative de tous ces artistes qui, à mes yeux, sont des artistes d'un art contemporain, mais qui utilisent le médium numérique ou le médium internet. Et c'est pour ça que je pense qu'on aime tous les deux beaucoup cette œuvre, qui a fait aussi des œuvres de l'époque net art dans les années 90 et qui a montré ces deux œuvres-là dans une exposition il y a 2 ans majeure de la Whitechapel qui s'appelait Electronic Superhighway, et c'est un titre de Nam Yoon Paik. Avant Electronic Superhighway, les autoroutes d'information, d'être pris par Al Gore. Et tous ceux qui vont promouvoir les autoroutes de l'information et l'Internet qui va plus vite et qui va changer le monde, et qu'a changé le monde. Donc, puisqu'il a changé le monde, les artistes nous le disent à leur manière. Je crois qu'il y avait une question. Il y a un micro volant. Il n'ira peut-être pas jusque-là. Mais... J'aurais mis que cette œuvre s'appelle L'insoutenable légèreté du net. Hein? L'insoutenable légèreté du net. Ouais. Ça marche, hein. C'est juste une question technique. Quand vous aviez prévu qu'il tourne en local au cas où il y ait un serveur qui plante, du coup il y aurait eu tous les noms qui auraient défilé. Il me semble que s'il y a un serveur qui plante, elle va s'arrêter sur l'image. Non, parce que vous aviez dit que vous aviez prévu une version locale. Oui. Et donc cette version locale, est-ce qu'elle aurait été intéressante au même titre, dans le sens où est-ce que tous les noms auraient défilé de la même manière? Ça, c'est une vraie question. Il y avait 2 façons de faire une version locale. Soit avec la barre de chargement, typiquement vidéo avec une boucle. C'était pas très respectueux pour l'œuvre. Soit de pointer sur un serveur où chaque page ayant été stockée renvoyée sur la suivante. C'était pas non plus très respectueux. En même temps, on avait quand même demandé à Oli Ali Alina, qui pour la petite histoire, mais c'est intéressant les détails aussi. Moi j'aime bien, l'histoire de l'art se fait aussi comme Vasari par les petites histoires. En fait, on a payé à Montreuil, la Maison populaire de Montreuil, ce qui est tout à fait normal pour pouvoir diffuser cette œuvre en ligne qu'on peut regarder chez nous sans payer du reste. Mais c'était un contexte de centre d'art, au même titre que si on voulait montrer un film ici, ça serait bien de mentionner l'auteur, peut-être même de rétribuer. Enfin, c'est compliqué, juridiquement même d'ailleurs. Et en tout cas, l'artiste avait insisté sur le fait que ce soit montré dans un navigateur, évidemment, barre d'URL visible et pas autrement. Moi, par contre, ce que je voulais, c'était si on avait un public qui arrivait, même les scolaires, c'était pas avoir un ordinateur, enfin, disons, un moniteur, un projecteur avec le fond bleu et marqué pas de signal, quoi. Donc moi, le commissaire, c'est respecter l'artiste, mais c'est aussi respecter son public. Alors, peut-être que le vrai respect eût été de dire on la voit pas, elle marche pas. Allez la voir chez vous. Ça, après, c'est compliqué, mais peut-être aussi parce qu'il y a toujours dans ces centres d'art des médiateurs. La médiatrice, qui est toujours la même actuellement pour une autre exposition, aurait pu expliquer au public qu'il faut la voir dans ces conditions-là chez soi, mais qu'on pouvait la montrer. Et je trouve que c'est très intéressant cette question-là, au même titre qu'il y a des œuvres par quoi on se demande si elles sont vraiment connectées alors qu'on nous dit qu'elles sont connectées. Mais bon, moi j'ai vu il y a quelques années, 10 ans, une exposition du commissaire John Ippolito, américain, qui était justement sur ces questions de technologie dans l'art, et c'était au musée Guggenheim. Et c'était très intéressant, parce que le matin, j'avais rencontré Marielle Flanagan, artiste new-yorkaise, et le soir, je vois son œuvre au Guggenheim. Bon, je me dis, ah là là, ça a changé mon point de vue sur l'artiste.
Et il y avait 3 ordinateurs avec un ordinateur, boum, fond bleu, Windows. Et je dis au gardien, peut-être c'est marqué redémarrer. Peut-être qu'il faudrait redémarrer. Est-ce que je peux cliquer? Il m'a dit non, vous n'avez pas le droit. Est-ce que vous pourriez le faire? Non, je n'ai pas le droit. C'est-à-dire qu'il y a une personne habilitée à cliquer. À un moment donné, je me suis dit, mais on vit dans un monde un peu aberrant. Mais ça peut arriver aussi au centre Pompidou. Et je renvoie encore hier. Parce que, bon, hier, j'étais au MoMA et je vois un Carl André au sol. Et je dis, personne ne marche. Le Carl André, monument de l'art minimal américain, c'est poser des carrés au sol et on doit pouvoir marcher dessus. Mais comme on est chez Vuitton, que c'est tellement policé, qu'on parle tout bas, que si on parle à plus de 5 personnes, on va être considéré comme un guide à côté du guide. Donc on vient nous voir en disant vous n'avez pas le droit, puis c'est normal à la limite. On m'a dit ça quand j'étais avec mes étudiants un jour, je trouvais ça moins normal. Donc je leur ai dit, je veux parler à toi, qui parle à toi, qui parle à toi. On s'est amusé, bon bref. Mais là c'était rigolo, qu'est-ce qu'on peut faire dans le musée, comment on doit faire dans le musée? Et là j'ai été voir le gardien en disant, est-ce qu'on peut marcher sur les plaques du Carl André au sol? Il m'a répondu oui, on était genre 60 dans la salle, j'ai été marcher, je me suis mis au milieu. Il y a d'autres gens qui sont venus et qui ont marché. Et ça c'était rigolo parce que j'ai été voir après le gardien, j'ai dit il y a beaucoup de gens qui marchent, il me dit ordinairement pas tant que ça. Donc c'est intéressant aussi, est-ce qu'il faut, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on peut? C'est une vraie question. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'une chaise, ça c'est, ça renvoie à la chaise de Kossuth, dans le champ de l'art, avec une définition textuelle de la chaise, une définition photographique de la chaise et une chaise. Je la montrerai tout à l'heure quand j'arrive. Je te donne la parole parce que je pense que tu connais cette pièce. Excuse-moi, oui. Je voulais pas t'insulter. One and Three Chairs de Kossuth, mais en revanche, je sais pas pourquoi tu voulais en parler. Enfin, c'est... De fait, on s'assied pas dessus, en tout cas, cette chaise. On peut pas s'asseoir dessus. Non, ça c'est certain. La question est, est-ce qu'une chaise est encore chaise si on peut pas s'asseoir dessus? Je voudrais montrer une autre chaise. Pardon. Pendant qu'il monte des chaises, du coup, je vais faire un point philosophique là-dessus. C'est vrai que ce qui est rigolo, c'est que Kossuth, en fait, fait ça, à mon avis, quand même, en référence à un texte hyper connu de Platon, La République, livre 10, la question des 3 lits et des 3 chaises. Justement, où on a la chaise de l'artisan, l'image de la chaise et l'idée de chaise. Et c'est vrai que quand on définit les objets par leur usage, enfin, la seule manière de définir les objets, c'est par leur usage en général. Hein. Si on s'assied sur une table, de fait, en tout cas, elle fonctionne comme chaise, pour reprendre aussi ce que l'art contemporain fait aujourd'hui quand il dit qu'un tel objet fonctionne comme art dans telle et telle circonstance. Et je te laisse parler de ça plutôt. Ouais, je veux bien, mais excuse-moi, c'était juste pour revenir à la chaise et à la question du statut de la chaise. Est-ce qu'une description de la chaise, c'est une chaise? Non. Ceci n'est clairement pas une pipe quand c'est une peinture, ça c'est Magritte. Est-ce que la photographie de la chaise, c'est la chaise? Non. Et on vous la montre, est-ce qu'on peut s'asseoir? Non. Si on peut plus s'asseoir, est-ce que c'est encore une chaise? Et ça c'est en résonance, c'est une œuvre de Max Dean avec un développeur d'intelligence artificielle, Raffaello De Andrello, et un designer dont je suis désolé momentanément oublié le nom. Donc à 3, dans les années fin 80, ils ont fait une chaise qui s'écroule comme un humain vacillant, qui va se reformer comme un robot et qui va se relever tout à l'heure. Moi j'aime donner l'idée du veau qui à la campagne se lève comme ça et qui va mettre un certain temps tout seul. Donc il n'est pas sûr quand il se relève. Donc on peut y voir quelqu'un qui vacille, peut-être âgé, quelqu'un qui se lève peut-être pour la première fois. Est-ce que c'est une chaise ici? Non. Est-ce qu'elle va le redevenir quand elle aura ses 4 pieds debout? Possiblement. Et je pense en plus qu'on pourrait peut-être même s'asseoir dessus. Donc ça c'était pour faire référence à cet objet du quotidien et qui peut faire œuvre aussi avec un artiste collaborant avec un designer et un programmeur, et qui même d'ailleurs va aussi performer. Et on va entendre, là je vais lécher jusqu'à la fin, on va entendre le public qui va applaudir. Alors là, est-ce que le public applaudit l'artiste, le designer et le spécialiste d'intelligence artificielle? Possiblement il applaudit la chaise.
C'est vrai qu'il y a une forte dimension aussi empathique dans cette chaise. Hein. Nous sommes des machines à empathie de façon en tant qu'être vivant, être humain en particulier, et on se projette facilement dans cette chaise au sens où on la regarde semblablement à un être vivant. C'est ça aussi qui est assez, qui est souvent moteur d'expérience esthétique. Je voulais peut-être faire une transition vers un autre point aussi, puisque l'heure tourne mine de rien. Et c'est vrai que là, on a beaucoup parlé quand même de monde de l'art, d'institutions, de marché, et un petit peu comme si, effectivement, c'est Internet qui fait que les œuvres... que le marché, fait que les œuvres deviennent œuvres. Mais peut-être c'est aussi intéressant de parler du monde... parlé de ça aussi précédemment, de ce côté un peu underground d'Internet, hein, ce côté qui est en dehors du marché, ces artistes qui arrivent à exister aussi grâce à Internet et qui sont en dehors des circuits institutionnels. Et ça, c'est assez... Du coup, on change un peu de catégorie, c'est assez intéressant, mais on passe dans ces œuvres-là qui ne sont pas forcément des œuvres faites avec Internet, mais qui sont diffusés aussi grâce à Internet. Et sur ça tombe bien, j'ai une transition qui est géniale, sur ce côté d'empathie, ce qui est assez intéressant, Luz Interruptus par exemple, s'il te plaît. En haut à gauche, à droite, pardon. Luz Interruptus. Et la première, après je vais avancer, je vais afficher la quatrième directement. Tac. Là on a un groupe d'artistes, un collectif d'artistes espagnols de Madrid, qui s'appelle donc Luz Interruptus, attaché, et qui font des petites actions. C'est du street art en gros. Ils font des petites actions dans Madrid et des actions engagées. Donc là, on est quand même dans le contre-pouvoir. Oui ? C'est du street art. Oui, c'est du street art. Sauf que de plus en plus, avant de parler d'eux précisément, de plus en plus le street art, on le voit par Internet. On le voit sur des sites qui recensent et on scrolle les pages et on voit ces œuvres. Finalement, il y a beaucoup d'œuvres qu'on voit pas en vrai, qu'on découvre comme ça. Celle-ci, si je ne me trompe pas, elle est restée 2 heures. Pour le petit contexte, le gouvernement espagnol venait juste de prendre une décision politique qui allait à l'encontre du regroupement des individus dans la rue. Et le groupe d'artistes, déjà se disant, nous en tant que street artistes, ça va être difficile, déjà qu'on fait des choses illégales, ça sera encore plus compliqué, illégal, sans accord, sans permission, ça sera encore plus compliqué, mais aussi il y avait la volonté donc de dénoncer finalement cette impossibilité d'habiter l'espace public. Et là, il y a eu donc cette œuvre qui s'appelle, si je traduis, le gouvernement... non, c'est dur à traduire. The government don't give a shit about the Spanish Constitution. Il y a un jeu de mots qui est dur à traduire. Vous avez compris en tout cas l'idée. Et donc, ils installent ces espèces d'abattants de WC avec des petites lumières, parce qu'ils font toujours des petites lumières, et des extraits de la Constitution espagnole montrant que la décision du gouvernement était anticonstitutionnelle. Ça dure 2 heures, parce que de toute façon, il faut pas qu'il fasse prendre par la police. Donc soit c'est pris par les passants, il y a certaines œuvres qui sont prises par les passants, soit c'est eux-mêmes qui les enlèvent rapidement. L'enjeu, c'est d'avoir absolument 0 dégâts. On est quand même dans un engagement politique, éthique et citoyen dans leurs actions. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que nous tous, sans doute, on découvre des œuvres du street art grâce à Internet, et on se met facilement à la place de celui qui l'aurait découvert en marchant dans la vraie vie. Ce rapport justement de projection, presque d'empathie avec quelqu'un qui n'existe pas. Et tout à l'heure, on parlait de ces photographies prises par personne. C'est toujours ce même principe. On a aussi une grande propension à se mettre à la place d'eux, que ce soit de la chaise qui est devant nous qui se relève, ou de celui qui n'existe pas mais qui aurait pris une image, ou de celui qui n'existe pas mais qui aurait vu cette œuvre-là en marchant dans la rue. Et là, Internet permet donc à ces artistes de se faire connaître aussi. Donc totalement en dehors de ces réseaux, en dehors de l'institution, en dehors de Guggenheim ou de Vuitton. Et c'est vrai que c'est important aussi d'avoir cette existence autre qui se met en place. Et là, voilà, n'oublions pas aussi que faut acheter un hébergement, ça coûte pas extrêmement cher, et paf, on a une vitrine. On a une galerie numérique, on monte des choses, et il y a certaines œuvres, parce que justement on est sorti quelque part en art contemporain de cet attachement à l'objet qu'on pouvait avoir avec une fresque de l'avant-Renaissance, on a moyen d'avoir une bonne expérience de l'œuvre, même sans l'avoir réellement vue face à face. Ça, c'est aussi
à la fois une modification de l'art contemporain et Internet qui permet donc cette popularisation de l'art. C'était aussi un petit point, oui. Pardon ? Là, je parlais vraiment de quand le drone... Non, c'est pas du tout une question d'existence institutionnelle. C'est-à-dire que je faisais référence à ces images prises par un drone de Google. Voilà. Et donc, personne ne prend la photo. Mais quand on regarde... Oui, mais qui n'est pas dans le viseur, qui ne voit pas en tout cas ceci. C'est une grande mutation. Il y a plein de gens en cinéma, par exemple, qui s'intéressent à la modification que les caméras numériques font dans l'expérience du cinéma. C'est-à-dire qu'on a par exemple des scènes d'introduction de films où la caméra passe à travers le chat d'une aiguille, ce qui est absolument impossible avec une vraie personne qui existe portant une caméra. Et là, on a notre regard a évolué. On peut faire une histoire du regard de ce fait qu'on arrive à regarder des images en se désincarnant totalement d'une personne qui serait en train de les prendre, ces images. C'est par rapport à ça que je voulais dire ceci, en tous les cas. En aucun cas, je parlais de l'artiste qui n'existe pas parce que personne ne le connaît. Ce n'était pas du tout ça que je voulais dire, au contraire. Oui ? De fait, on ne peut que se le représenter mentalement. Et c'est vrai qu'on perd forcément quelque chose à cette représentation mentale. Après, c'est intéressant de voir comment, quand même, justement, comme je disais, notre expérience de l'immersion mentale évolue quand même. Et il est possible, de la même manière que si on regarde certaines... pourrais-tu par hasard me mettre une œuvre au hasard de Philippe Ramette ? Ouais. Philippe Ramette. C'est pas du tout numérique, ni Internet, quoi que ce soit, mais c'est un exemple pour dire... Donc, encore une fois, là, ce sont des œuvres qui sont sans trucage Photoshop, mais si on prend, par exemple, celle-ci, idéalement, par exemple, si on prend cette œuvre-là, donc faite sans trucage Photoshop, c'est-à-dire que sans trucage post-prise de vue, en tous les cas, Philippe Ramette a un gros costume solide, moi, ce que je trouve extrêmement intéressant dans mon approche, en tout cas de l'art, je m'intéresse justement à ce côté très incarné de l'expérience esthétique. Ce qui est intéressant, c'est que nous, pas nous assis, ça ne marche pas quand on est assis, mais nous debout, regardant cette photographie, on a en tout cas physiologiquement, on a des symptômes de déséquilibre. On a des symptômes de vertige. Notre système vestibulaire, nos otolithes, enfin bref, il y a des trucs qui se mettent en place où on s'en rend pas vraiment compte. C'est pas comme si on était en train de vraiment tomber, mais ça fonctionne. Il y a comme ça, l'image suffit à tromper l'œil et à tromper le corps. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant quand même. Donc après, votre question est importante parce que, comme je disais, là, ça marche quand on est debout. Ça marche pas quand on est assis. Si on vous mesure assis, pas grand-chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a autre chose qui se met en place avec la déambulation, non pas dans la rue, mais la déambulation sur Internet, c'est justement que le corps est parfois mis un point de parenthèse. À un moment, il y a un endormissement du corps. Alors soit on a faim, on a envie d'aller aux toilettes, bref. Mais parfois, il y a cet endormissement du corps qui aussi rend encore plus facile cette mise à la place d'autres choses. Est-ce que c'est une forme d'auto-hypnose faible, peut-être? Je ne sais pas. J'avoue, j'aimerais un jour m'intéresser à l'hypnose, mais j'y connais rien. Et quant à l'usage du numérique, je trouve que ces images-là sont beaucoup plus intéressantes aujourd'hui qu'elles ne l'auraient été il y a 30 ans, dans la mesure où on a tous l'impression qu'on pourrait les faire avec un peu de détourage et un peu de rotation. Et c'est là que je trouve que le travail de... Il y a des œuvres qui... nous parle du monde du tout numérique dans lequel nous vivons au travers de l'usage des technologies et des œuvres qui, à l'inverse, en parlent en creux. Et ça, je trouve que typiquement, c'est des séries qui parlent des usages digitaux en creux. Totalement. Oui, oui. Et c'est vrai qu'il y a aussi il y a ces œuvres-là, justement, qui sont un petit peu autour du numérique. Hein. Une œuvre que j'aime bien, celle de Hadji Thomas et Jorej, que j'ai, en fait. Okay, ouais, c'est très pratique de se faire servir comme ça. Hadji Thomas et Jorej, alors pareil, hein, y a pas des masses, j'ai pas des masses d'images, mais le titre est écrit, heureusement, parce que je l'ai pas en tête. La rumeur du monde. La rumeur du monde. Hadji Thomas et Jorej, donc deux artistes libanais qui sont éventuellement peut-être connus de vous pour d'autres œuvres plus ancrées dans le contexte libanais. Là, on fait en fait des vidéos. Donc l'œuvre, c'est une installation avec
plein de vidéos projetées sur plein d'écrans, assez immatériels en l'occurrence. Et ce sont des personnes qui lisent des scams. Donc ces espèces de mails bizarres, frauduleux qu'on reçoit où bonjour, excusez-moi de vous déranger, je me présente, je m'appelle un tel, je suis atteint d'une grave maladie, je possède 2 millions sur mon compte et j'aimerais bien vous en faire don dans le but de pouvez-vous m'écrire. Et là justement on a alors à la fois quelque chose qui est non numérique mais qui fait extrêmement référence au numérique et qui en même temps incarne, pour reprendre ces mots-clés, incarne cette expérience généralement extrêmement quand même désincarné de ce mail anonyme qu'on voit où une fois qu'on est un petit peu habitué à ça, la personne, on sait qu'elle n'existe pas sous ce nom. Alors, parfois le nom du mail n'est même pas le même que le nom de la personne. Et là, paf, il réincarne ceci. Et ce qui est assez, enfin l'anecdote est assez amusante, c'est qu'il y a une personne, c'est lui, qui vit au Liban, enfin du moins vivait au Liban à l'époque où l'œuvre a été faite, et qui a confié aux artistes qu'il a été scammer au Niger. Et effectivement, il faisait ça pour s'en sortir aussi. Et c'est bien évidemment ça aussi qui est important, c'est de ne pas oublier aussi que ces personnes-là le font parfois aussi bêtement parce qu'il faut s'en sortir, comme les gens qui vont voler pour se nourrir. Et là, on a vraiment ce côté, l'art comme fait social. Et pour revenir à ce qu'on disait au début, Internet est devenu, de toute façon, rentre dans la société, on ne peut plus le considérer comme quelque chose qui est à côté. C'est pas justement cette image qu'on a en tête comme étant d'un monde autre, de fait participe du même monde que le nôtre. L'image n'est pas... le film Inception a ses limites, c'est-à-dire qu'en fait, l'image existe dans notre monde, comme Internet existe dans notre monde. Ces gens qui font des scams sont des vraies personnes, et là, le fait de les réincarner par vidéo, par des gens qui jouent des rôles, donc... continue à comme ça faire référence à ce monde qu'est Internet où il devient non pas outil non plus technique mais juste matériau. On va faire une œuvre sur Internet, sur ce qui se passe avec Internet. Est-ce que quelqu'un aurait une dernière question, car nous allons devoir conclure ce débat par rapport à ce qui était dit. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Merci de l'invitation. Il n'y a pas de quoi. Alors merci à tous d'être venus à cette première université des arènes. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux car nous allons organiser une université tous les 3e samedis du mois jusqu'au mois de juin. La prochaine sera le 18 novembre sur le thème qu'est l'avenir pour les sportifs de haut niveau. Merci au pavillon de l'Arsenal de nous avoir accueillis dans leur salle de conférence et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à tous. Et merci à nos 2 intervenants, bien sûr, Dominique Molon et Bruno Trinti.